Pilaf de riz sauvage aux canneberges rouges. Le pilaf de riz sauvage aux canneberges est une recette profondément enracinée dans le paysage, la culture et l'histoire des nations vivant au bord des eaux, du Haut Midwest et de la région des Grands Lacs. Chez les Ojibwés, Chippewas et Anishinaabés en particulier, ce plat dépasse la simple association d'ingrédients. Il incarne un lien vivant avec les lacs, les rivières et le rythme des saisons. Le riz sauvage, appelé mano-min dans les langues autochtones, n'est pas un riz, mais une graine aquatique qui pousse spontanément dans des dias des eaux peu profondes et au courant doux. Sa récolte est exigeante. On pagaille en canoë, puis on frappe délicatement les panicules avec des bâtons pour faire tomber les graines dans l'embarcation sans abîmer l'habitat. Cette pratique, mêlant habileté, patience et respect de la nature, s'accompagnait traditionnellement de chants et de rituels de gratitude, reconnaissant le mano-min comme un don sacré du Créateur. De leur côté, les canneberges rouges, cranberry, petits fruits robustes et éclatants, prospéraient dans les marais et forêts du Nord-Est. Leur cueillette, autre moment fort du calendrier, mobilisait des familles entières pour se préparer à l'hiver. Leur acidité et leur richesse en antioxydants et en vitamine C en faisaient un ingrédient idéal à conserver et à marier à d'autres aliments. Lorsque ces deux éléments se rencontrent dans un pilaf, le résultat est un plat exquis, un profil de goût entre terré et citronné et une densité nutritionnelle remarquable. Riche en fibres, protéines végétales, minéraux essentiels et antioxydants, il symbolise une éthique de durabilité. Chaque ingrédient provient d'écosystèmes naturels protégés et soignés par les communautés. Cuisiner ce pilaf, c'est se nourrir, certes, mais c'est surtout préserver une identité et honorer un héritage millénaire de respect pour la nature et la vie collective. Wojapi. Le wojapi est bien plus qu'une simple sauce. C'est une expression culinaire de la résilience et de la créativité des nations autochtones des Grandes Plaines. Épais, d'un rouge-violet vibrant et préparé principalement à base de baies sauvages, ce plat plonge ses racines dans les traditions des Lakota, Dakota et d'autres communautés du centre-nord des États-Unis. À l'origine, on le cuisinait sur de petits feux à ciel ouvert. Les baies étaient doucement mijotées jusqu'à rendre leur jus et se transformer en une préparation dense, presque comme un pudding ou une réduction concentrée. Avec le temps, certaines variantes ont intégré des édulcorants naturels, comme le miel d'abeille sauvage ou le sirop d'érable récolté à la main. Mais, dans son essence, le wojapi célèbre la pureté des baies indigènes. Chokecherry, cerise sauvage américaine, buffalo berries, juneberry et prunes sauvages, chacune apportant son propre profil de saveur, sa texture et ses bienfaits nutritifs. Ce plat n'était pas un simple accompagnement. Sa polyvalence le rendait indispensable. On le servait en dessert, en sauce sur des viandes ou des pains, et même comme remède naturel grâce à sa richesse en antioxydants et en vitamine C. Traditionnellement, on le dégustait avec le fameux fry bread, ce pain frit emblématique de nombreuses communautés autochtones, offrant un contraste irrésistible entre le croustillant du pain et la douceur crémeuse du wojapi. Dans les contextes cérémoniels, le wojapi portait aussi une forte charge symbolique. On le préparait pour les grandes occasions, naissances, mariages, rassemblements tribaux ou célébrations saisonnières. Le cuisiner était un acte de respect envers les ancêtres et la terre nourricière. En hiver, lorsque l'accès aux aliments frais se raréfiait, le wojapi devenait une source précieuse d'énergie et de nutriments, souvent confectionné en grande quantité pour être conservé. Aujourd'hui, beaucoup de communautés autochtones perpétuent le wojapi pour se reconnecter à leur héritage, maintenir vivante l'identité culinaire de leurs aïeux et partager une saveur ancestrale
qui continue d'émouvoir et de nourrir. Au-delà du plat, le wojapi est un pont entre les générations, une recette habitée d'âme et de mémoire. Thé de cèdre. Le thé de cèdre fut, et demeure dans certaines communautés, une boisson profondément symbolique pour de nombreuses nations amérindiennes. Bien plus qu'une infusion pour se réchauffer, il incarnait une communion entre le corps humain et les esprits de la nature. Le cèdre, considéré comme un arbre sacré dans de nombreuses cultures autochtones, était apprécié pour sa résistance, son parfum, mais aussi pour ses vertus curatives, spirituelles et protectrices. Préparé à partir des feuilles, et parfois de l'écorce ou de jeunes rameaux, du cèdre rouge, l'infusion se réalisait en faisant frémir longuement la plante dans de l'eau pure, souvent prélevée à des sources ou rivières sacrées. On obtenait une boisson chaude, légèrement résineuse, aux notes boisées et terreuses qui évoquaient le cœur de la forêt. Son arôme apaisait, et la dégustation était perçue comme un acte de purification. Sur le plan physique, le thé de cèdre soulageait un large éventail de maux. Des douleurs musculaires et inflammations aux troubles respiratoires et digestifs, les guérisseurs traditionnels l'intégraient à leur traitement naturel. Grâce à ses huiles essentielles, antioxydants et composés antimicrobiens, c'était un remède efficace, surtout durant les saisons froides propices aux rhumes et infections. Sa dimension spirituelle avait autant d'importance. Aux côtés du tabac, de la sauge et du sweetgrass, fétuque odorante, le cèdre figurait parmi les 4 plantes sacrées, dans de nombreuses cosmologies autochtones. Le thé de cèdre accompagnait les rituels de purification, se partageait en cercle communautaire et se buvait parfois avant des décisions importantes pour clarifier l'esprit et l'âme. Il marquait aussi les rites de passage, les naissances et même les funérailles, comme geste de protection des esprits. Aujourd'hui, bien que sa consommation ait diminué avec la modernisation et la perte de certains savoirs, des communautés maintiennent cette pratique ancestrale. Boire du thé de cèdre, c'est se relier à la terre, honorer la sagesse des ancêtres et retisser une relation intime et respectueuse avec l'environnement. Même de nos jours, sa valeur santé et spirituelle reste aussi pertinente qu'autrefois. Caramel de saumon. Le caramel de saumon, ou salmon candy, également connu sous le nom d'Indian candy, est l'une des douceurs les plus singulières de la cuisine autochtone du Nord-Ouest Pacifique. Ce n'est pas un bonbon au sens classique, mais une façon exquise de conserver et magnifier le goût du saumon, poisson sacré pour de nombreuses nations côtières comme les Tlingit, Haïda et Coast Salish. Pour ces peuples, le saumon est bien plus qu'une ressource, une figure spirituelle, symbole de renouveau, d'abondance et de gratitude. La technique du salmon candy est une évolution des méthodes ancestrales de conservation. Pendant la migration, on pêchait de grandes quantités de saumon, qu'on éviscérait, détaillait en filets, puis fumait lentement sur des structures surélevées en bois. Le fumage, réalisé avec des essences choisies, cèdre rouge, aulne, bois fruitier, déshydratait le poisson tout en imprégnant sa chair d'arômes uniques, permettant une conservation sur plusieurs mois sans réfrigération. Le bonbon ajoute une dimension supplémentaire. Une fois le saumon partiellement fumé, on le glace avec du sirop d'érable, du miel sauvage ou même de la mélasse, puis on le remet au fumoir. Le glaçage caramélise lentement, formant une couche brillante, légèrement collante et sucrée, qui contraste avec l'umami profond du saumon. Le résultat, une combinaison surprenante et addictive. Les espèces les plus utilisées sont le chinook, king salmon, le sockeye et le coho, pêchés dans des fleuves comme le Columbia ou le Yukon durant leur montée. Chacun offre un équilibre différent de gras, de texture et de saveur,
et le choix dépend souvent de la saison et de l'accès des communautés. Même le bois de fumage est sélectionné avec soin. Le cèdre apporte des notes profondes et résineuses. L'aulne, un fumé doux et suave. Apprécié pour son goût, le salmon candy l'est aussi pour sa valeur nutritionnelle. Riche en oméga 3, en protéines et en minéraux. Parfait pour affronter les climats froids, les longues journées de pêche ou de chasse et les déplacements. Sa texture ferme et semi-sèche le rend facile à transporter et à grignoter partout. L'encas idéal, nourrissant et pratique. Dans les fêtes, les rituels ou en offrande, ce mets gagne une dimension cérémonielle. Partager du salmon candy, c'est un acte de générosité et de communion, une manière de célébrer le fleuve et le cycle de la vie. Aujourd'hui, son héritage perdure dans les communautés autochtones, comme chez des chefs contemporains en quête de reconnexion avec ses techniques ancestrales, redécouvrant l'équilibre entre conservation, nutrition et plaisir sensoriel que porte ce joyau culinaire. Si tu es arrivé jusqu'ici et que ce voyage dans la cuisine ancestrale te plaît, prends une seconde, mets un like à la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater de ces pépites oubliées. On revient tout de suite avec le plat suivant, limonade de sumac. La limonade de sumac était une boisson ancestrale, citronnée, rafraîchissante et étonnamment revigorante, préparée à partir des baies de sumac staghorn ou smooth sumac. Bien avant l'introduction du citron en Amérique du Nord, ces baies étaient la principale source d'acidité naturelle pour de nombreuses nations, utilisées en boisson, marinade et remède. Le sumac, arbuste robuste et résistant, abondait dans les champs ouverts, coteaux et zones boisées. De l'est du Canada au sud-est des États-Unis, ces baies, réunies en grappes denses d'un rouge profond, mûrissent à la fin de l'été et sont recouvertes d'une poudre acide qui fait leur signature gustative. La cueillette demandait de la vigilance. On évitait celles lavées par des pluies récentes qui diluaient leur saveur. La préparation traditionnelle consistait à faire infuser à froid les baies plusieurs heures, afin d'extraire huiles essentielles et composés acides sans libérer les tanins contenus dans les graines. On filtrait ensuite soigneusement le liquide avec des filtres naturels, tissus végétaux, fines couches d'écorce, pour éliminer les impuretés. On obtenait une boisson rosée à rougeâtre, au goût comparable au citron, mais d'une acidité plus douce et d'une touche sauvage. Au-delà de la fraîcheur recherchée les jours chauds ou après une longue marche, la limonade de sumac avait un rôle médicinal. Naturellement riche en vitamine C et en antioxydants, elle aidait à lutter contre infections, rhume et fatigue. Dans certaines tribus, on l'offrait aux malades pour soutenir la convalescence, ou on la buvait à jeun pour réveiller le corps et renforcer les défenses. En cuisine, le sumac servait aussi de condiment, séché et moulu, les baies relevant viande de gibier, poisson ou racines cuites d'une acidité équilibrante. On l'ajoutait à des soupes ou ragoûts pour apporter profondeur et fraîcheur. Cette polyvalence en faisait un indispensable des cuisines traditionnelles. De nos jours, le sumac a parfois été éclipsé par des ingrédients exotiques. Mais son intérêt comme produit local, durable et nutritif renaît, porté par l'engouement pour les plantes sauvages comestibles et les pratiques culinaires autochtones. Préparer et boire une limonade de sumac, c'est se désaltérer avec plaisir, rendre hommage à la botanique des peuples originaires et redécouvrir les richesses oubliées de la terre. Confiture de nopal. La confiture de nopal, élaborée à partir du fruit du nopal, appelé tuna, figue de Barbarie, compte parmi les trésors les plus colorés et trop souvent oubliés des cuisines autochtones du sud-ouest des États-Unis et du nord du Mexique.
Des peuples comme les Apaches, les Pueblos et d'autres communautés du désert ont développé une relation intime avec le nopal, plante résiliente, généreuse et parfaitement adaptée au milieu aride. La confiture de tuna n'était pas qu'une gourmandise. C'était une stratégie de conservation, une source de nutrition et un symbole de résistance face à un environnement exigeant. Le fruit de la tuna, dont la couleur va du magenta profond au vert clair, est couvert de fines épines qu'il faut retirer avec grand soin. Un savoir-faire indispensable pour éviter de douloureuses mésaventures. Une fois pelé, on découvre une pulpe juteuse, douce et désaltérante, riche en eau, en sucre naturel, en antioxydants et en vitamine C. Pour les communautés du désert, trouver ces fruits à la fin de l'été, c'était comme dénicher de petites réserves d'énergie concentrée. La confiture se préparait en faisant cuire lentement la pulpe avec de l'eau, jusqu'à obtenir une texture épaisse et homogène. On ajoutait parfois du miel sauvage, du sirop d'agave ou même des racines sucrées pour intensifier la saveur. Le résultat, une conserve qui se gardait semaines voire mois, précieuse quand le désert offrait moins de ressources. On la servait avec des pains plats, sur des galettes de maïs, dans des céréales ou simplement à la cuillère, comme un dessert nourrissant. Au-delà de l'aliment, cette confiture avait des vertus médicinales. On disait qu'elle apaisait la soif extrême, aidait à traiter l'inflammation interne et améliorait la santé de la peau. Certaines communautés utilisaient la tuna cuite ou fermentée en cataplasme pour brûlures ou petites blessures, et sa consommation régulière était recommandée aux malades, aux personnes âgées ou aux enfants faibles. Sur le plan culturel, préparer la confiture de nopal était un acte communautaire. Familles et voisins participaient à la cueillette, au nettoyage et à la cuisson des fruits. Le résultat se partageait, s'échangeait ou se gardait comme un trésor. Sa couleur éclatante et son goût intense sont devenus des marqueurs d'identité. Aujourd'hui, la confiture de nopal revient sur le devant de la scène, comme alternative naturelle, durable et riche en nutriments face aux produits ultra transformés. Des chefs autochtones contemporains la réintroduisent à leur carte, et des projets de revalorisation culturelle contribuent à sauver cette préparation ancestrale qui, à chaque cuillerée, raconte une histoire d'adaptation, de sagesse et de saveur née au cœur du désert. Ces recettes ne sont pas que des plats du passé. Ce sont des legs vivants qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Si l'une d'elles t'a touché, t'a mis l'eau à la bouche ou t'a rappelé quelqu'un, dis-le-moi en commentaire. Et tu connais la suite. Laisse un like, abonne-toi, partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime la cuisine pleine d'histoire et on se retrouve pour le prochain voyage dans le temps.